Et voilà, retour donc sur ce plateau du débat panafricain et à la Côte d'Ivoire, on s'interroge, est-ce qu'il est encore possible de sauver ne serait-ce qu'une figure majeure de l'opposition ivoirienne afin que celle-ci participe à l'élection présidentielle avec le président Alassane Ouattara? On va s'interroger dans le cadre de cette toute dernière partie du débat panafricain. On sait que Laurent Gbagbo, son nom n'est pas toujours sur la liste électorale. On sait aussi qu'à côté, les figures, certaines figures qu'on aurait aimé que certains Ivoiriens auraient rêvé voir, eh bien, ne sont pas pour l'instant en capacité de candidater. Que peut-il encore se passer, Maître Janvier Momo? Je vais commencer par vous. Que peut-il encore se passer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut espérer, parce que rappeler que c'est le président Ouattara qui peut décider, à un moment donné, de faire en sorte que les uns et les autres puissent être rétablis dans leurs droits véritablement et aient la capacité de pouvoir participer à cette élection présidentielle, vu notamment les fameuses condamnations de 20 ans que nous connaissons très bien. Alors, c'est le cas du président Laurent Gbagbo qui a une condamnation, entre guillemets, pour braquage, entre guillemets, de la BCAO. C'est ce cas qui, à tout moment, peut permettre au président Ouattara de revenir sur la décision. S'agissant du candidat du PDC et du PDCI, M. Thiam, je pense qu'on est passé dessus. Donc, quelque chose peut encore être fait, oui, quelque chose peut effectivement être fait, tant au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition ivoirienne. Et l'opposition a déjà fait ce qu'elle se doit de faire. Elle a donné le ton. Les populations ont donné le ton, c'est-à-dire l'opposition a dit « nous ne sommes pas d'accord pour ce type d'exclusion ». Les populations ont dit « nous ne sommes pas d'accord pour ce type d'exclusion ». Et je pense que ces deux paramètres sont suffisants pour qu'au niveau du palais présidentiel, le chef de l'État regarde encore la copie électorale, regarde encore ses challengers, regarde encore, puisque lui-même s'est déclaré candidat, regarde encore ceux qui peuvent se présenter en face. Donc, pour répondre clairement à votre question, quelque chose peut être fait parce que l'opposition a lancé le cri d'alarme, les populations se sont levées comme un seul homme. Maintenant, on attend que ce qui doit être fait soit fait du côté du président de la République. Maintenant, quand vous posez cette question, elle revient tout simplement à dire que si le président Alassane Dramane Ouattara décide d'aller à l'élection, par exemple, avec le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il faut? Très rapidement, il faut prendre une loi d'amnistie pour effacer la fameuse condamnation. Parce que nous nous sommes toujours posé des questions. Mais comment vous assignez un chef d'État à résidence et puis il réussit à braquer deux banques à Abidjan et à Bouaké? C'est très compliqué. C'est-à-dire, ce sont des choses très incompréhensibles. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des manœuvres politiques. Ce sont des manœuvres politiques. Et c'est le même cas qu'on a eu, pas le même cas, un cas similaire qu'on a eu avec le MRC du professeur Maurice Kamto, qui, en 2020, décide de ne pas aller à l'élection au municipal et au législatif. Et il se trouve, en 2025, obligé d'aller vers un parti politique et que le pouvoir coince, parce que le pouvoir vous dit nous avons l'ADN de tous les partis politiques qu'on a créés. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour y revenir, le président Alassane Dramane Ouattara, ils ont accepté que le président Gbagbo rentre, mais ils n'ont pas voulu de la véritable paix en Côte d'Ivoire. Vraiment. La réconciliation nationale dont on a parlé en Côte d'Ivoire, moi je pense qu'elle était beaucoup plus métaphysique. Parce que si elle était réelle, si elle était sincère, je pense que avec le retour, en donnant un passeport diplomatique et un passeport ordinaire au président Laurent Gbagbo, cela devait être accompagné, M. Fondo, par une loi d'amnistie de cette condamnation. Parce que même au moment où on juge Abidjan,
eux, ils sont devant un autre tribunal. Ils étaient déchirés entre deux tribunaux. Il y a Abidjan, mais sauf qu'à Abidjan, eux, ils ne pouvaient pas comparaître parce qu'ils étaient déjà gardés, ils étaient déjà à la Cour pénale internationale et en détention à la Cour pénale internationale. Rien ne pouvait leur permettre de venir. Nous étions en matière criminelle où on doit écouter toutes les parties. On doit écouter surtout l'accusé, celui sur qui pèse l'épée de Damoclès d'une condamnation pour crime. Donc, nous pensons à un moment donné qu'il n'y a qu'au jour d'aujourd'hui, le président Ouattara, qui le peuple lui a demandé de revoir ceux qui seront en face de lui à l'élection d'octobre 2025. Curieusement, les choses se ressemblent entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, de revoir la copie des candidats qui vont se présenter. Il y a déjà certes des candidats, mais il y a d'autres qui manquent dans la liste. C'est le président Laurent Gbagbo qui est la figure de proue de ceux qui manquent sur la liste, parce que son cas est plus grave. Il ne figure même pas sur les listes électorales, parce qu'à ce niveau, c'est encore plus grave, parce que je pense que la condamnation tient ton casier judiciaire, et l'organe qui organise les élections ne peut pas permettre que ton nom disparaisse dans la liste électorale. Peut-être lors de la procédure de refonte électorale, peut-être le président Laurent Gbagbo ne s'est pas représenté, mais quand on dit refonte, on tient compte du fichier antérieur. On enlève les noms que lorsque vous êtes décédé ou lorsqu'il y a un fait majeur qui peut vous empêcher de vous présenter à l'élection. Donc pour nous, en Côte d'Ivoire, les deux signaux sont sur la table du président Alassane Draman Ouattara, le signal de l'opposition et le signal des populations qui sont sorties pour manifester. Herman, oui. Moi, je vais vous dire, les deux cas ne sont pas similaires. Pour moi, il ne faut pas confondre les choses. Non, ce n'est pas une confusion. Non, je parlerai des faits. C'est-à-dire, ne mélangeons pas. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'insiste à dire, et je ne le dirai jamais assez, que la démocratie n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Vous l'avez suffisamment dit. Herman. Oui, je l'ai On a l'impression que vous allez le dire jusqu'au début de l'année je vais prochaine. le dire parce que les deux sujets se retrouvent. Pourquoi je le dis avec insistance, avec tant d'insistance? Vous savez, j'insiste à le dire parce que regardez ce que nous donne la démocratie. Regardez ce que nous donne le multipartisme. Quand on regarde le président Laurent Gbagbo, que la France a passé le temps à torturer avec l'aide de son frère, le président Ouattara, et maintenant, on le prend avec Blé Goudé et toute son équipe, on amène à la CPI. Entre-temps, localement, on est en train de le condamner pour braquage. Regardez un peu la moquerie. C'est-à-dire un président de la République qui a accusé et condamné à 20 ans pour braquage, en poste. Et entre-temps, on l'accuse de braquage pendant qu'il est à la CPI. Regardez un peu les faits. Regardez un peu l'image qu'on donne à l'Afrique. Regardez l'image qu'on donne à l'Afrique. Regardez l'image que l'Occident décide de donner à l'Afrique en termes de démocratie, par le biais de la démocratie. Regardez, c'est une image grave. Et jusqu'aujourd'hui, le président Ouattara ne trouve pas nécessaire de l'amnistier. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il le ferait? Mais il le ferait. Je vais être un peu naïf. Oui, parce qu'on est en compétition électorale. Mais justement parce qu'il doit le faire si la démocratie en elle-même existe donc. Si la démocratie en elle-même existe et si elle est bonne pour l'Afrique. Mais justement parce que cette démocratie n'est pas bonne pour l'Afrique, qui ne pourra jamais l'initier. Il faut le comprendre. Parce que c'est un outil qui sert à utiliser sa suprématie, qui l'amène à se maintenir là où il est. Alors maintenant, amnistier le président Laurent Gbagbo, c'est lui-même se tirer une balle au pied. Ça veut dire qu'on refait la configuration qui a précédé son arrivée au pouvoir. En parlant de l'arrivée du président Ouattara, on serait dans la même configuration et il est certain qu'il ne serait pas sûr de gagner. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il change d'avis, si ce n'est la pression populaire? Voilà. Et est-ce qu'on l'a actuellement? Est-ce que cette pression-là atteint est-ce qu'on peut avoir un niveau suffisant? Non, ne nous leurrons pas. Même la pression populaire ne pourra pas. Il faut qu'à un moment donné, si le président Ouattara, c'est en lui-même, moi, là c'est ma lecture, c'est en lui-même qu'il envoie de passer le témoin. Je suis sûr. Mais tant qu'il est là,
et qu'il représente un pion, je ne sais de qui, je vais pas le dire ici. Pourquoi? Mais à partir du moment où il est un pion et que les acteurs dans l'arrière-plan ont encore besoin de lui, que la mission n'est pas encore accomplie, il ne pourra pas amnistier le président Laurent Gbagbo. Moi, je dis parce que amnistier le président Laurent Gbagbo, c'est permettre à la Côte d'Ivoire de rallier l'AES. Et ça, n'ayons pas peur de le dire, hein. Ne nous cachons pas derrière. C'est-à-dire que le prochain président ivoirien sera un président qui automatiquement libérera la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Et à défaut d'être Laurent Gbagbo, il peut être Blé Goudé. Parce que quoi qu'on dise, hein, n'ayons pas peur, ne nous cachons pas. Beaucoup d'Africains et beaucoup d'Ivoiriens ont pris conscience. Il peut aussi, ce prochain président ivoirien peut aussi sortir directement des écuries du RHDP, c'est-à-dire être un homme vraiment du système Ouattara, quelqu'un qui arrive pour faire une sorte de continuité. Et jouer sa carte. Et jouer la carte du président Ouattara. Oui, mais c'est ce que nous pensons. Le président Ouattara lui-même dit qu'il est en train de préparer un certain nombre de... Oui, il peut préparer même sa succession. Il peut même passer, il peut se dire qu'il va passer le pouvoir. Mais chaque chose a un temps. Et moi, je dis chaque chose a un temps. Et surtout la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, contrairement au Cameroun, est un pays qui a été humilié dans son ensemble, dans sa chair et dans ses os. En Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays qui a été humilié par l'Occident, dans sa chair et dans ses os. Et là, les Africains, les Ivoiriens le savent. C'est-à-dire, c'est l'arrêt qu'ils ont dans la gorge, c'est la corde que les Ivoiriens. Il va suffire d'une petite occasion comme ça, vous verrez que la Côte d'Ivoire va changer. Contrairement à tous les autres pays africains, où les Occidentaux agissent, mais se cachent quand même. Je dis, la Côte d'Ivoire est l'un des pays africains qui a été humilié en mondovision par les Occidentaux et qui continue à être humilié par les Occidentaux, dont les Ivoiriens savent et gardent ça dans leur cœur. Cette douleur est immense et triste. Il y a aussi parmi eux certains Ivoiriens qui sont complètement tournés vers le vent de transformation, notamment infrastructure. Rappelez que la Côte d'Ivoire est un pays quand même qui fait un taux de croissance assez exceptionnel, même si cette croissance n'est pas toujours inclusive. Il y a un niveau de développement qui est là, même si c'est un développement aussi qui est beaucoup plus issu d'une politique qui est très libérale, donc qui voit venir beaucoup de compagnies étrangères qui s'installent dans le pays. Mais ça, c'est une mascarade qui est présentée pour faire la démonstration de la domination ou alors du bien-être du président Ouattara. Mais rentrer dans les fonds de ce développement, rentrer dans l'endettement de ce pays pour savoir combien de générations vont payer cet endettement. Côté endettement, voilà. Cette dette-là n'est pas aussi importante qu'on peut l'imaginer. Rappelez que la norme communautaire en Afrique de l'Ouest, je crois, est de 75% du produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire, elle a un produit intérieur brut qui est très très largement supérieur à celui du Cameroun. On est de l'ordre de 2 voire 3 fois plus, avec un taux de croissance qui est au moins le double de ce que nous avons ici sur place. Ce sont des facteurs qui vont être certainement examinés pendant la période électorale pour dire que ce sont peut-être, à partir d'on peut comprendre certains Ivoiriens qui sortent massivement quand le président Ouattara, notamment, organise le congrès de son parti à Abidjan. Alors, je vous retrouve rapidement, Okosisi Baba Nicolo, je vous retrouve très vite. Vous nous avez certainement suivis, et vous êtes Ivoirien, certainement que vous saurez mieux réagir. Nous vous écoutons. Concernant les chances que l'on peut encore avoir, d'aboutir à un processus électoral inclusif en Côte d'Ivoire, avec notamment une candidature, pourquoi pas, du président Laurent Gbagbo. Alors, cette fois-ci, je demande à la belle famille de monter dans les tribunes. C'est à nous de jouer le match. Voilà. Tout à l'heure, c'est nous qui étions dans les tribunes, c'est à nous de jouer le match. Alors, merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Je dis encore une fois de plus à l'équipe d'Afrique Média et puis à nos panélistes qui sont vraiment des enseignants pour nous jeunes qui les suivons, c'est-à-dire Manu Singa et puis le maître Momo Jean. Alors, d'abord, je voulais, peut-être c'est moi qui m'ai entendu ce que le maître a dit. Il a dit que un passeport diplomatique avait été donné au président Gbagbo et un passeport ordinaire. Donc, comment on ne comprend pas un peu cette manière de l'ostraciser politiquement? Eh bien, je voulais envoyer l'information que le président Gbagbo n'a jamais reçu de passeport diplomatique sous M. Draman Ouattara. Il a d'abord, pour avoir son passeport, c'est encore d'actualité, il s'est déplacé parce qu'on lui a refusé.
son passeport ivoirien. En tant que chef d'État, le président Laurent Gbagbo s'est déplacé lui-même. Lorsqu'il habitait en Belgique, malgré son état de santé fébrile, il a marché le jour. Il s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Il a fait tout le process pour avoir un passeport et il a eu son passeport ordinaire. Lorsqu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire, les tenants du pouvoir ont refusé de le laisser rentrer. C'est lui-même qui a choisi une date et cette date a été communiquée via son parti lorsque M. Afin Guessan lui avait arraché le RPI, son groupe, le EDS, qui a dit au fort et clair que le président Gbagbo allait rentrer à telle date. Donc le président Gbagbo a d'abord, à partir de là, subi une autre injustice, comme le disait Manu Singa Elman. Après cela, aujourd'hui, contrairement au Cameroun, ceux qui sont du Front commun, parce que moi, l'expression opposition, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop, comme je l'ai dit hier dans l'émission de votre compatriote, que lorsqu'on parle en termes de démocratie, dans les grandes démocraties, comme aux États-Unis, vous n'entendrez jamais l'opposition. Ils feront la part des choses entre les républicains et les démocrates. Lorsqu'on parle ici, en France, le pays qui nous a colonisés, ils n'utiliseront jamais ces expressions opposition. Ils diront le En Marche de Macron et le NUPES de Mélenchon ou le PS de, comment dirais-je, le LN ou bien je ne sais pas quoi de Marine Le Pen. Ils utilisent toujours les mots qui vont avec. Mais lorsqu'il s'agit des pays ex-colonisés par la France, tout de suite, ils disent l'opposition. Parce que derrière, l'esprit derrière, c'est que le thème opposition montre des velléités de déstabilisation, de bagarre, de désordre et de contestation à perpétuité. Or, la démocratie se veut aussi scientifique, se veut aussi intellectuelle, se veut aussi docile. Mais quand on marque du fer rouge l'Afrique francophone avec l'expression opposition ou c'est un fourre-tout, on crée tout de suite des velléités de personnes belliqueuses, de personnes pas civilisées, de personnes qui aiment la guerre. Donc, je vais utiliser, je veux vraiment changer ce paradigme-là. Moi, je vais simplement dire que je ne vais pas parler en termes d'opposition, je vais parler en termes de front commun, en termes de Cap Côte d'Ivoire, en termes de ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion de Dramane Ouattara, et je vais parler des Ivoiriens qui aujourd'hui revendiquent un bien-être politique. Alors, quand je finis de dire ça, il est clair aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, que les Ivoiriens se sont estimés. La politique, c'est plusieurs forces. Soit on vous écrase, soit vous écrasez. Soit vous mobilisez pour faire la communication, pour monter votre force, soit vous êtes démobilisé. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui, depuis 2002, ont souffert du martyre, étaient dans une situation pareille. Entre la tentative de renversement du président Laurent Gbagbo de 2002 à 2011, il y a eu beaucoup de jeux politiques à laquelle nous avons tous assisté. Il y a eu un pouvoir d'individus organisés au Burkina qui sont entrés avec les armes, soutenus naturellement par la France. Parce que ce soutien a été validé par Makossy, par Ignace Makossy et par Kléber. Le président Gbagbo faisait face à quoi? Face à une contestation armée de MPCI, de MPIGO, de MJP, que la France a façonné en fausse nouvelle pour pouvoir être à l'aise de discuter avec un parti politique. Du PDCI-RDA, du MFA, de l'UDPS, si je ne me trompe pas, et du RDR. Ils ont appelé ça le G7. Ben, le président Gbagbo faisait face à une contestation de personnes qui revendiquaient un jeu démocratique ouvert, alors que lui, il était très démocrate. Lorsqu'il a pris le pouvoir, de 2002 à 2003, il a fait le forum de réconciliation, dans lequel forum il a fait venir tous ceux qui, pendant les guerres politiques, comme le président Henri Konan Bédié, qui était sorti pour un coup d'État, comme Alassane Dramane Ouattara, qui n'était pas dans le temps, il n'a jamais été militant du RDR. Il n'a jamais été au cas du RDR. Alassane Ouattara, lorsque le président du RDR, le secrétaire général du RDR, Denis Kobena, était au pouvoir, Alassane Ouattara avait été coopté par le RDR comme étant président d'honneur. Il n'avait jamais été ni militant, ni cadre du RDR. Et c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo, qui faisait une alliance de partis, le RDR de son frère Denis Kobena, et du FPI dont il était le président, pour faire le Front républicain. Mais ce Front républicain-là, qui
a vu le RDR et le RPI se rassembler, a fini par mettre à mal le président Henri Konan Bédié, qui, de son cercle national Bédié, a fini par prendre les rênes du PDCI-RDA et qui le gérait en tant que président du PDCI-RDA jusqu'à ce qu'il ait le coup. Donc le président Laurent Gbagbo a subi cette réalité qu'aujourd'hui ils subissent. Mais on n'a pas demandé au président Laurent Gbagbo démocratiquement de négocier. On lui a imposé. L'ONU, la France, la CEDEAO, l'Union africaine, les pères africains, dont Abdoulaye Wade, Bongo Père et Raila Odinga, Jean Ping et tous les autres, ont imposé au président Laurent Gbagbo une discussion avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Derrière ça, il y avait des armes. Le pays était divisé. 60% appartenaient à la France, pour ne pas dire aux terroristes qu'on appelait rébellion. Donc, Soro Guillaume disait, tout à l'heure, je vais ouvrir une parenthèse, vous avez parlé de Choguel Kokala Maïga. Mais Soro Guillaume, lorsqu'il était dans la rébellion, ceux qui avaient fait le coup de tête étaient des militaires, guidés par Ibrahim Koulibaly. Mais lorsqu'il s'est agi de rendre ça un peu fun, un peu clean, ils ont mis Soro Guillaume en avant. Et Soro Guillaume a évincé Ibrahim Koulibaly qui était bloqué au Burkina par Blaise Compaoré pour ne pas qu'on accuse son pays officiellement d'être dans la guerre. Sinon, les contrats inter-États avec l'armée française allaient rentrer. Et quand le président Gbagbo a invité la France pour leur dire, écoutez, nous sommes attaqués par le Burkina, ils ont dit non, c'est une guerre ivoirienne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient passé la main à un civil. C'est ce que Choguel Kokala Maïga fait. Bon, bref, je ferme la parenthèse, je reviens dans le sujet. Pour dire quoi? Le président Laurent Gbagbo a eu face à lui des gens, des Ivoiriens, qui voulaient coûte que coûte le déchoir, jusqu'à ce qu'on le convoque en France, où on lui enlève la sève du président qu'il est, et qu'il finisse par faire un gouvernement d'union avec les rebelles, avec tous ceux qui n'étaient pas d'accord, le PDCI, le RDR, le MJP, le MPCI, le MPIGO, qui étaient tous rassemblés au sein des forces nouvelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose avec Ouattara? Hier, là où Ouattara était adoubé par la France, était et voilà. Et retour. Le président Laurent Gbagbo est allé jusqu'à contenir la rébellion. De 2002 à 2011, la rébellion voulait faire une scission en Côte d'Ivoire. Il l'a contenue. De Chirac à Sarkozy, de Sarkozy à Hollande, le président Laurent Gbagbo est resté intéressé parce qu'il avait un projet de gouvernement qu'il n'a pas pu mettre en place. Il a préféré faire face à des Ivoiriens regroupés, retrouvés, négocier, mettre le jeu démocratique en avant pour atteindre la paix en Côte d'Ivoire, jusqu'à aller faire la flamme de la paix avec Soro Guillaume Abouaké. Mais ça n'a rien donné. En 2011, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le plan Gbagbo bombardé. Aujourd'hui, face à Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Ouattara dit niet à tout. Il accuse le président Gbagbo d'avoir volé des banques, et c'est pour ça que Gbagbo même s'est offusqué. Il accuse M. Tidiane Thiam de cette prévalue d'une autre nationalité, et patati et patata. Il accuse M. Akossi Benjo de mots de je ne sais quoi, il pousse le Guillaume en exil, il décapite l'opposition, et au finish, il met un instrument en place, la CEI, l'idée a été nourrie et créée par le président Laurent Gbagbo qui voulait enlever la gestion des élections par le ministère de l'Intérieur géré par le PDCI-RDA à une commission électorale indépendante qui malheureusement n'est pas indépendante. Aujourd'hui, elle est totalement à la solde dans la centre d'Ouattara, commencé par Youssou Bakayoko, qui a déplacé les voix de l'espace des élections au QG de Ouattara pour faire de Ouattara un candidat. Alors, un président, l'autre était candidat exceptionnel. Du candidat exceptionnel, Ouattara s'est retrouvé un candidat dérivé, plébiscité par Soro Guillaume et Henri Konan Bédié. Le candidat dérivé, il s'est retrouvé un candidat post-mortem jubilant que M. Gon Koulibaly était mort et aujourd'hui, il se retrouve un candidat qui se porte bien, un candidat qui doit adresser l'économie. Et quel alibi il présente? Il présente deux alibis. Il dit qu'il est candidat parce qu'il se porte bien. Et il est candidat pour l'économie et pour la sécurité. Par l'économie et pour la sécurité, il faut entendre qu'il a une mission de déstabilisation du Mali. Parce qu'aujourd'hui, celui qui le mandate, qui est la France, personne ne s'est pas caché, a mis Ouattara là, parce qu'après Ouattara, il ne sait pas qui pourra juguler et faire rentrer des 49 mercenaires, comme on a vu, faire déstabiliser l'AES. Donc Ouattara est maintenu pour ça. Ensuite, Ouattara parle de raisons économiques. Raisons économiques parce que le franc CFA, torpillé par la France, qui est passé à l'éco, n'a pas encore abouti. Donc Ouattara doit remettre tout ça à la France. Mais mieux, pour finir, qu'est-ce que Ouattara présente comme argument? Il prend un argument qui se sent bien. Mais aujourd'hui, où je vous parle, il est en France pour des visites de soins et patati patata. Alors, est-ce que les Ivoiriens ont des arguments, ont des moyens pour imposer une élection?
L'élection aujourd'hui, selon l'actualité de la Côte d'Ivoire et ce que le président Gbagbo a dit, Voilà, retour sur ce plateau après avoir écouté Oko Sissi à la France pour dire à la France que, écoutez, Ouattara a été plébiscité par son parti pour être candidat. Il a dit qu'il allait réfléchir. On l'a vu prendre un avion, il s'est retrouvé à l'Élysée. Dès qu'il sort de l'Élysée, il dit qu'il est candidat. Alors il prévient la France. Si c'est parce qu'ils l'ont bombardé une fois, il dit que tant que ces élections-là ne sont pas claires, il n'y aura pas d'élection. Mieux, le président Gbagbo dit une chose qui est claire. Il dit Ouattara ne fera pas un 4e mandat. C'est là que les choses changent. Aujourd'hui, mes companélistes parlent d'une élection inclusive. Non, ce n'est pas une élection inclusive. Nous, notre constitution est différente de la constitution du Cameroun. Notre constitution n'a pas de 4e mandat. Chez nous, la constitution refaite par Ouattara en 2016 dit simplement purement qu'il n'y a pas plus de 2 mandats. Et donc, le président Laurent Gbagbo et toutes les voix concordantes politiques expriment au fort et clair que Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Son parti politique peut. C'est en ce moment-là que c'est une élection inclusive. Son parti politique peut concourir. C'est en ce moment qu'il y aura une élection inclusive parce que tous les partis vont participer. Mais l'individu Ouattara n'a pas le droit constitutionnellement de faire un mandat. Donc, il est illégal. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ouattara force. Ouattara allait, pendant l'indépendance, dit qu'il sera candidat et qu'il n'y a pas de problème, les gens peuvent aller aux élections. Là où l'opposition l'appelle depuis longtemps à une discussion, on appelle au toilettage de la CEI, on appelle à l'audit de tout. Même en France, des députés français ont posé le problème au Sénat français pour leur dire, mais écoutez, nous avons donné des millions à la Côte d'Ivoire pour nous présenter une commission électorale. Où en sommes-nous? Mais la France a répondu que la Côte d'Ivoire était souveraine. Mais lorsqu'ils obligeaient le président Gbagbo à discuter avec ceux-là qui ne s'entendaient pas à lui, la Côte d'Ivoire n'était pas souveraine. Et c'est pour ça que quand on parle de démocratie, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, Ouattara ne veut rien entendre. Mais qu'est-ce qu'on attend? On voit l'ONU qui a été approchée par le président Gbagbo pour présenter son cas, qui dit qu'il donne 6 mois à Ouattara pour essayer de voir la situation du président Gbagbo. Mais en attendant, il fallait qu'il jouisse de ses droits civiques et politiques. Mais 6 mois, l'ONU, qui est supposée être le garant de la démocratie partout dans le monde, ne tient même pas compte de la constitution ivoirienne. Ce dont parle le président Gbagbo, c'est des élections de 25 octobre. Mais eux, ils donnent 6 mois à Ouattara jusqu'au 26 février 2026. Ce qui veut dire simplement, implicitement, qu'ils valident l'attitude de Ouattara. Qui parle de l'ONU en Côte d'Ivoire et dans les pays francophones, ne vous leurrez pas. Quand vous regardez l'ONU dans nos pays francophones, c'est la France. Donc la France dit à Ouattara clairement, tu peux violer la Constitution. Le 25 octobre, tu peux ne pas faire des élections. Va jusqu'en février 2026. Ça veut dire que pour eux, l'élection doit être reportée. Reportée pourquoi? Là où depuis des années, on interpelle Ouattara pour discuter et refaire le toilettage électoral. Le PACSI et le Front commun le demandent. La société civile ivoirienne le demande. Les Ivoiriens le demandent. Voilà pourquoi ils sont mobilisés pour dire non au 4e mandat. Donc, la Côte d'Ivoire, nous allons en 2 phases. Est-ce qu'il y aura des élections inclusives et libres? Non. Non, parce que Ouattara ne veut pas attendre les autres. Parce que contrairement à Gbagbo qui a décidé de discuter avec eux de Lomé 1, Lomé 2, Makori, et Makoussi, Pretoria, et partout, Lomé, Ouaga et Québec, Ouattara refuse totalement de dialogue. Le président Gbagbo dit clairement, sans embâche, qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Il dit qu'il a blagué Ouattara. Allez dire à Ouattara, parce qu'il a fait un 3e mandat illégal, nous allons le laisser terminer ce 3e mandat. Mais le 3e mandat s'arrête quand? Le 3e mandat s'arrête constitutionnellement, soit en novembre, soit après la date des élections. Donc, dans les deux dates, la Côte d'Ivoire, que vous voyez, va traverser une zone de turbulence. Ce n'est pas un souhait, mais c'est une réalité, c'est des faits. Donc, en Côte d'Ivoire... Merci à vous, Oko Sissi Baba Nicolo. On va rapidement donner la parole à Herman pour sortir. Herman, je vous retrouve très rapidement sur la Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'il existe encore des chances de voir l'un des poids lourds que l'on vient de citer de la politique ivoirienne accompagner le président Ouattara lors de la prochaine élection présidentielle? Non, il n'y aura pas d'élection. En Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, pour qu'il y ait élection, il va falloir que Ouattara ne soit pas candidat. Le président Gbagbo dit Ouattara ne peut pas être candidat. C'est inconstitutionnel. Donc, il n'y aura pas d'élection. Parce que si Ouattara s'entête dans cette candidature, le président Laurent Gbagbo a appelé les Ivoiriens à aller lui dire qu'il n'y a pas de 4e mandat. Quand il dit aux Ivoiriens, allez lui dire qu'il n'y a pas de 4e mandat, ça veut dire que les Ivoiriens prendront les rues. Et ça, il a dit à Marcori. Il dit, vous voulez un mot d'ordre? Les jeunes ont répondu oui. Vous voulez un mot d'ordre?
Mais il y aura un mot d'ordre. Nous allons envahir Abidjan. Nous allons envahir la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. Donc, non, si Ouattara est dans la course, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'il n'y a pas de discussion inclusive, une discussion où on laisse les impétrants parler, il n'y aura pas d'élection. Donc, en Côte d'Ivoire, ne nous leurrons pas, mettons le mot à leur place. Il n'y aura pas d'élection parce que Ouattara est candidat alors qu'il n'a pas le droit. Il n'y aura pas d'élection parce que les hommes politiques, les haut rang ne sont pas dans les élections. Et il n'y aura pas d'élection parce que les Ivoiriens l'ont dit haut et fort en se rassemblant massivement qui envoie un message. Donc, non, Côte d'Ivoire, 2025, il n'y aura pas d'élection parce que Ouattara n'a pas le droit d'être candidat et parce que l'opposition est ostracisée. Merci à vous, Okosisi et Baba Nicolo. On a bien suivi. Voilà, retour sur ce plateau central. Et puis, messieurs, on a terminé pour ce débat panafricain. Herman, peut-être une dernière réaction? Permettez-moi tout simplement de souhaiter une fois de plus la bienvenue au nouveau général Ngolo Kumba Toby Gabriel, qui est le commandant en chef de RMIA 2, la région militaire interarmée du littoral et du sud-ouest. Et c'est un jeune général de brigade, à qui je souhaite la bienvenue. Et je vais tout simplement dire pour conclure que... Vous êtes resté fidèle à vous-même. Oui, et à vos amitiés, Herman. Oui, je vais tout simplement conclure en disant, en interpellant les Africains et en les amenant à comprendre qu'il est très très important aujourd'hui parce que le monde bouge et l'Afrique a une partition à jouer. Et nous devons savoir que nous sommes en première ligne. Tous les bouleversements qu'on vit dans le monde aujourd'hui, c'est pour le réveil et l'élévation de l'Afrique. Ne perdons pas le nord, restons concentrés, restons sereins, parce que c'est à nous l'avenir. Nous sommes les derniers de la classe, mais nous sommes appelés à devenir les premiers, parce que nous ne serons pas négligés. Tous les bouleversements qu'on vit dans le monde, et nous serons toujours à l'abri. Voilà, parce que ceux qui sont convaincus d'être les maîtres du monde aujourd'hui vont vivre une période de turbulence, une période de misère. Nous seuls, Africains, serons en haut, donc restons sereins, restons concentrés, admirons et contemplons le monde. Je pense que mon homonyme est de l'autre côté. Je ne sais pas s'il va conclure. Oui, on va lui donner la parole. On a tenté tout à l'heure de le joindre en vain. Alors, sur la Côte d'Ivoire, pensez-vous qu'il soit encore possible, Herman Louane, d'avoir une élection inclusive où le président Laurent Gbagbo, par exemple, pourrait compétir avec le président Alassane Ouattara? Très bienvenue parce que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire en octobre, malheureusement, je rejoins un peu ce qu'a dit le frère Okosisi, le grand frère Okosisi, elles ne peuvent pas avoir lieu malheureusement parce que Ouattara ne peut pas être candidat durant ces élections présidentielles. Moi, je vois une candidature de Gbagbo Laurent, de Sorokiba Guillaume, ainsi que les autres opposants politiques qui ont été exclus malheureusement de cette élection présidentielle, mais pas une autre candidature quand même, pas une autre compétition de Ouattara. Nous souhaitons, nous Ivoiriens, que Ouattara choisisse quelqu'un dans son parti politique afin de le représenter. Je vais aller très vite parce que je vois qu'on est fait la fin de cette émission, mais je vais juste réitérer une chose. Ouattara est en train de danser sur le fil du rasoir, et ce qui est dommage aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Nous, Ivoiriens et Ivoiriennes, nous refusons que la Côte d'Ivoire soit un dépositoire pour l'Occident. Et à sa tête, la France. Nous refusons cela complètement et totalement. Nous voulons aujourd'hui un gouvernement dans les prochaines années qui soit indépendant, totalement. Mais je parle sur tous les plans. Que ce soit un gouvernement démocratique ou pas, on en veut juste, en Côte d'Ivoire, un gouvernement qui soit démocratique. Alors, Ouattara, depuis tout le début, avant ces élections, il était en train de fomenter un plan afin de pouvoir aiguillonner un peu l'opposition ivoirienne, mais il a réussi parce que, voici aujourd'hui, c'est un gouvernement qui n'est pas imprévisible. Ils sont tellement prévisibles que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, on connaît la suite des événements. Je vais parler de ces raisons qu'il émet, qui poussent Ouattara à se présenter comme un candidat.
Et c'est Voilà. pourquoi, en fait, Malheureusement, nous ne pouvons pas poursuivre avec vous, Herman Loan, et puis je reviens simplement pour vous dire à vous, Maître Janvier Moret, est-ce que là merci vous à vous d'avoir m'entendez? été encore Est-ce là que ce là vous dimanche pour le m'entendez? débat panafricain. Merci, Monsieur Guy Fondov, de m'avoir convié une fois de plus à ce festin. Avant de Je pense que partir, non, ils ne m'entendent je pas. pense que nous allons adresser les condoléances à toutes les familles endeuillées en République de Guinée. Parce qu'il y a 2 semaines, c'était les inondations. Hier, c'est un éboulement dans la région de Mania qui a englouti des familles et des familles. Donc, les secours continuent jusqu'à présent. La Guinée-Conakry. Donc, le peuple panafricain, Afrique Média, adresse les condoléances à tous ces peuples frères guinéens. Toutes nos condoléances et surtout beaucoup de prudence, beaucoup de vigilance en Afrique de l'Ouest. C'est la saison hivernale de ce côté-là et avec toutes les pluies diluviennes que l'on connaît et les glissements de terrain, tout est aussi les inondations, tout est à prévoir ou alors à prévenir afin que ce genre de catastrophe ne se produise plus. Okay. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de la chaîne panafricaine Afrique Média et à très bientôt.